Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information. Au sommaire de l'actualité, le train express à l'heure du jour de la commission ministérielle mixte qui s'est ouvert hier à Addis Abeba. Vous entendrez le ministre du Transport et le chef de la diplomatie djiboutienne dans ce journal. Et la Catalogne se réveille sous tutelle de l'État espagnol ce samedi au lendemain d'une déclaration d'indépendance historique. Bonjour, le dossier du train express reliant l'Éthiopie à Djibouti est à la tête des activités de la commission ministérielle mixte djibouto-éthiopienne qui a débuté hier dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. L'Éthiopie avait annoncé en septembre dernier l'achèvement de la construction de la ligne ferroviaire reliant Addis Abeba à Djibouti, dont l'exploitation devrait commencer le mois courant. Plusieurs membres du gouvernement ont participé à cette réunion. Il s'agit du ministre des Transports, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Agriculture et le secrétaire général du gouvernement, ainsi que les responsables du chemin de fer de Djibouti. Écoutons le ministre du Transport. Opération. Comme vous le savez, certains points restaient en suspens. Nous allons les valider aujourd'hui. L'alimentation de cette infrastructure en électricité et d'autres points tels que la gestion de ces contrôles sur cette infrastructure. Comme vous le savez, il y a le JV qui a été créé entre Djibouti et Éthiopie qui va contrôler n'est-ce pas, cette infrastructure, mais aussi la gestion de cette infrastructure. Donc il était très important qu'on tienne cette réunion pour que nous puissions discuter de tous ces points sur lesquels les deux pays se sont entendus. Il y a aussi un agrément qui sera signé pour le One Stop Border Command, comme il disait, le poste commun qui se trouve à Dawalé. Comment nos agents de contrôle de police ou de l'immigration, de la douane et des quarantaines, pour qu'ils puissent y aller travailler librement avec des armes, des fois, mais sous quelle loi sera applicable dans cette région, dans cette zone, bien sûr, qui sera extraterritoriale, qui se trouve n'est-ce pas, dans la zone éthiopienne. Nous allons discuter de tous ces points. Inch'Allah, nous allons le finir d'ici cet après-midi pour que l'opération commerciale de ce chemin de fer puisse commencer, Inch'Allah, après-demain. Nous allons aussi discuter et valider et adopter aussi les tarifs que nous allons mettre en place pour les clients qui sera des deux pays. Ce sera des tarifs vraiment très abordables, comme c'est un service public que nous allons rendre pour les deux pays. Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a indiqué que les réunions ministérielles conjointes discuteront des derniers points relatifs au lancement du projet du train. Il a ajouté que les relations entre les deux pays sont basées sur la complémentarité économique et l'engagement politique de leurs dirigeants et permettra de surmonter tous les défis auxquels fait face la coopération entre l'Éthiopie et Djibouti. Mohamed Ali Youssouf a d'autre part souligné que les deux pays souhaitent le démarrage du train qui relie Addis Abeba au port de Djibouti. S'étendant sur 700 km, la ligne ferroviaire a été construite par deux sociétés chinoises, moyennant un coût de 4 milliards de dollars. L'Éthiopie envisage d'exploiter le train express dans le transport des marchandises à hauteur de 3500 tonnes par voyage. D'autre part, le train des passagers est d'une capacité de 3540 passagers répartis sur la première classe composée de 944 sièges et la deuxième classe renfermant 2596 sièges. Et Hussein Aouled est avec nous sur ce plateau. Bonjour Hussein. Bonjour. Alors au-delà de la deuxième réunion de la commission ministérielle mixte, c'est la 10e réunion de la commission ministérielle mixte djibouto-éthiopienne qui s'est déroulée à Addis Abeba, qu'est-ce que nous pourrions retenir de concret, de palpable? Effectivement, donc Asma, il faut souligner avant tout que ces grands projets ferroviaires modernes et électriques pourra donc générer à court, moyen et long terme donc beaucoup d'opportunités, surtout au niveau économique, en plus de gains, des bénéfices au niveau du transport de passagers et de marchandises. Il y aura à côté toute une population de rives qui vivront de ces chemins de fer d'une manière directe ou indirecte, de petits commerces donc qui vont se créer aux alentours de la voie ferrée. Pour être clair, Asma, des emplois donc seront créés et donc ces projets ferroviaires vont absorber et réguler une bonne partie des taux de chômage galopant.
D'autre part, il y aura un échange économique et non seulement donc bénéfique à plus d'un titre pour les deux pays, mais le déplacement humain entre les deux pays permettra partant un rapprochement non négligeable qui, nous espérons, va consolider donc les relations d'amitié et de coopération, surtout entre les deux populations de deux côtés des frontières. Et à long terme, donc, les générations entières donc, vont profiter des opportunités qu'offrira ces grands projets ferroviaires d'une durée de vie estimée à plus de 150 ans. Merci Hussein Aoulad. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé jeudi une cérémonie de remise officielle des œuvres littéraires destinées aux écoles de l'enseignement fondamental. L'événement s'est déroulé au CRIPEN en présence de l'ambassadeur de France, Christophe Guillou, et du directeur de l'Agence française de développement, Philippa Collignon, côté MENFOP, des inspecteurs de l'éducation nationale, des conseillers pédagogiques et de nombreux chefs d'établissement préparent la cérémonie. Dans un mot d'ouverture, le directeur général du CRIPEN, Saïd Nour Hassan, a souhaité la bienvenue aux officiels avant de revenir longuement sur les œuvres littéraires qui se composent, a-t-il précisé, de 228 000 livres, dont 180 000 destinés aux primaires et 48 000 allant vers les collèges. Puis il a exprimé ses sincères remerciements aux concepteurs du CRIPEN qui ont rédigé près de 20 titres, mais aussi l'AFD pour son appui à ce projet qui s'inscrit dans le cadre des efforts de renforcement du goût pour la lecture chez les élèves du primaire et du collège. Accès à la lecture. Donc les bibliothèques étaient presque vides. On avait des œuvres qui n'étaient pas des œuvres contextualisées. Donc, alhamdoulilah, maintenant, on a des œuvres de nos auteurs. Et cela contribuera à l'amélioration de la qualité. Donc la lecture, c'est une discipline vraiment importante, je dirais, transdisciplinaire. Un enfant qui ne sait pas lire est un enfant handicapé. Donc, d'une part, ça va donner le goût à la lecture. L'enseignant doit sensibiliser et fera. Donc, en français, on a mis en place des séances de lecture suivies. Même en français, ce qui est préconisé, c'est de donner une note de lecture suivie aux élèves. Et le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui apporte plus de précisions sur cette acquisition, qui se compose, a-t-il indiqué, de 179 000 livres et de 17 titres destinés aux écoles de base et de 47 000 livres de 13 titres adressés aux bibliothèques de l'enseignement moyen. Voici ses propos. Cette cérémonie également me donne, Monsieur l'ambassadeur, l'opportunité de remercier à travers vous la République française pour son appui constant en faveur, bien sûr, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle dans notre pays, et notamment à travers l'AFD, avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations de partenariat. Un partenariat que je souhaite, bien sûr, voir se perpétuer et, bien sûr, se renforcer davantage. Cette importante acquisition, composée d'au moins de 179 000 livres et à peu près 17 titres destinés aux écoles de base, mais également de 227 000 livres de 13 titres adressés aux bibliothèques de l'enseignement moyen, permettra, j'en suis convaincu, au renforcement et à la promotion de la lecture dans nos écoles et bien sûr dans nos collèges. Le renforcement de la lecture et donc le développement du goût à la littérature chez nos enfants et adolescents fait partie de nos actions visant à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages dans notre pays, car la réussite dans les apprentissages scolaires, maintenant que nous avons disponibilisé tous ces livres, il appartiendra bien sûr aux inspecteurs, aux conseillers pédagogiques ainsi qu'aux chefs d'établissement de prendre l'ensemble des dispositifs nécessaires afin qu'il soit fait bien sûr un usage optimal et que les enfants puissent en tirer le meilleur profit. Et la ville de Boc a accueilli les festivités de remise de 20 embarcations de pêche pleinement équipées, et ce dans le cadre de l'achèvement de la première phase du projet d'appui à l'emploi des jeunes financé par le gouvernement du Japon et exécuté par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Accompagné d'une forte délégation, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Amlié, poursuit donc cette
tournée au sein de la région de Bock. Il a participé à cette importante cérémonie, composée entre autres de l'ambassadeur du Japon et de la coordinatrice du système des Nations Unies et représentante résidente du PNUD. Les parties prenantes ont procédé au conseil régional de Bock à la signature de protocole pour formaliser l'acte de transfert des embarcations et équipements aux coopératives de pêcheurs de Bock, Korangal, d'Alayaf et de Godoria. Ce projet de renforcement de capacité en pêche qui vise à promouvoir l'opportunité d'emploi des jeunes ainsi que l'insertion professionnelle des jeunes de la région de Bock doit sortir de la précarité et offrir un espoir à plus de 70 familles de pêcheurs de cette région. Aussitôt les équipements remis, la délégation s'est rendue au sein de la Marine nationale, lieu de la remise de matériel où 20 embarcations et un kit complet de matériel de pêche ont été remis au groupement de coopératives de pêche aubocoise. Le coût global de ce projet exécuté par le PNUD et coordonné par le ministère du Travail est de 89 millions de nos francs. Ce projet est accompagné d'un volet important de formation technique de pêche moderne et en maintenance de moteurs Yamaha et entretien des coques. Et comme à l'accoutumée, chaque année, le système des Nations Unies observera la journée des Nations Unies au cours de la semaine du 24 octobre 2017 afin d'assurer une meilleure adhésion de tous à cette journée et une meilleure compréhension des idéaux d'une organisation universelle. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et les Nations Unies ont eu l'idée de marquer la célébration de cette fête des Nations Unies avec un tournoi de football interparlementaire au complexe sportif de Balbala. Ce tournoi s'est déroulé en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et la représentante du système des Nations Unies, Madame Barbara Manzi, en présence de plusieurs cadres du département de la jeunesse et des sports et plusieurs supporters. Ce tournoi a regroupé plusieurs équipes, dont l'équipe représentant les agences des systèmes des Nations Unies et des formations des organisations non gouvernementales internationales, mais aussi des équipes des différents contingents militaires présents ici à Djibouti. La sélection de l'équipe des Nations Unies a perdu hier devant la formation des forces armées chinoises par 6 buts à 1. Les prochaines rencontres opposeront les forces américaines contre la garde républicaine et les forces japonaises contre les forces italiennes. L'ambassade de France contre les forces françaises et toutes les rencontres auront lieu au complexe sportif de Balbala. Les rencontres démarreront avec 2 matchs à 16h30 aujourd'hui et le 28 octobre, donc toujours aujourd'hui à 18h pour les 2 derniers matchs. De voir ce jeu se dérouler et pour nous c'est très important parce que ça représente l'esprit des Nations Unies qui est tous les gens du monde. Et le représentant des Nations Unies, le colonel des troupes chinois à Djibouti ont réagi suite à la rencontre des tournois de football interpartenaires qui se sont déroulés au stade de Balbala. On les écoute. De connecter, de communiquer, communication avec les autres armées chinoises. On espère qu'il y a plus de l'occasion pour assister ce genre de match. Aussi, c'est avec les communautés internationales, aussi les locales. Mais d'assister à un événement historique que les Nations Unies ont effectué, avec toutes les bases militaires qui sont ici. Aujourd'hui, les Nations Unies, le club des Nations Unies, ont joué avec les Chinois. Et on arrivait à bien jouer et on a bien maîtrisé les jeux. Et c'était en fait une intégration entre les différents camps qui sont ici. Dans l'actualité, l'Institut judiciaire a accueilli 2 nouveaux membres. Il s'agit d'un notaire et d'un greffier qui ont prêté serment jeudi au cours d'une séance solennelle organisée dans la salle d'audience du tribunal. Les 2 nouveaux membres ont prêté serment en présence des membres de l'institution judiciaire et des membres de leur famille qui ont assisté à l'événement. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Restez avec nous.
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'est appel à la prière et poursuivons cette édition. Après au bac, le directeur général de la population et de la famille, M. Ahmed Omar, accompagné donc de ses proches collaborateurs, s'est rendu jeudi dans la ville blanche de Tadjoura. À son arrivée, il a eu une première rencontre avec le préfet de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Benoïta. Il s'est rendu dans le service en charge de traitement et de dépôt des pièces d'identité. Le directeur s'est entretenu avec les responsables qui lui ont donc détaillé le fonctionnement de ce service et leur a fait part des différents programmes mis en place par son département et le moyen donc d'améliorer les conditions de dépôt des dossiers concernant la nationalité. Par la suite, le directeur de la population, Ahmed Omar Jama, s'est rendu au conseil régional de Tadjoura où il a été accueilli par le président du conseil régional, Omar Hussein, puis il a visité le service de l'état civil où il a pu observer le fonctionnement donc de ces services. Les détails sur le fonctionnement lui a été donc fourni par M. Abdallah Louita. À l'issue de ces visites, le directeur de la population a rendu un hommage appuyé au préfet de la région de Tadjoura et au président du conseil régional.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec vous, Fardos Hussein. Bonjour. Eh bien, la Catalogne se réveille sous tutelle de l'État espagnol ce samedi, au lendemain d'une déclaration d'indépendance historique fêtée par une partie des Catalans, mais aussitôt contestée par Madrid et largement rejetée à travers l'Union européenne. C'était hier soir, donc quelques heures seulement après la proclamation des résultats, donc la République catalane comme État indépendant et souverain. Le gouvernement espagnol de Madrid donc a commencé à mettre en place une application de tout l'arsenal en mesures exceptionnelles préparées depuis des semaines à l'issue d'un conseil de ministres extraordinaire. Le dirigeant conservateur Mariano Rajoy a commencé la destitution du président séparatiste catalan Carles Puigdemont et de son gouvernement, et le Parlement catalan démuni par les indépendantistes a été dissous en attendant son renouvellement lors d'un scrutin annoncé le 21 décembre. Dès samedi, donc la vice-présidente du gouvernement espagnol Soraya de Santa Maria devait donc réunir les secrétaires d'État qui seront chargés d'assumer les fonctions de gouvernant du catalan. Les autres mesures annoncées comprennent la destitution du directeur de la police régionale catalane ou encore la fermeture des représentations catalanes dans le monde. Mais les conséquences de cette déclaration d'indépendance unilatérale de la Catalogne, comme de la mise sous tutelle par Madrid, sont incalculables. En attendant donc les nouvelles élections régionales convoquées par Madrid le 21 décembre, l'Espagne est coupée en deux. Aujourd'hui donc Madrid sera donc tour à tour des partisans du maintien de la Catalogne en Espagne de manifester, deux camps opposés, symbole de cette crise sans précédent pour l'Espagne depuis son retour dans le camp de la démocratie depuis 1977. Et aux États-Unis, un grand jury a approuvé hier les premières inculpations dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Mueller sur la supposée ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016 qui a vu gagner Donald Trump face à Hillary Clinton. Oui, donc un nouveau rebondissement dans l'affaire de la dite ingérence russe dans la campagne de 2016 a touché des proches du milliardaire de l'immobilier. Selon CNN, les premières inculpations dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller viennent d'être approuvées par un grand jury. Autrement dit, des chefs d'accusation ont pu être retenus contre certains acteurs de la campagne de Donald Trump soupçonnés d'avoir obtenu des Russes des informations potentiellement compromettantes sur l'adversaire de leur candidat, ce que le vainqueur de l'élection ainsi que Moscou nie en bloc. Le procureur spécial nommé en mai après le limogeage surprise par le président Donald Trump du patron de la police fédérale James Comey cherche donc à déterminer s'il y a eu collision avec l'équipe de campagne du milliardaire. Il examine notamment les circonstances ayant conduit à la démission du premier conseiller à la sécurité nationale du président, donc Michael Flynn, donc on voit de James Comey à donc une rencontre en mai dans le bureau ovale avec Donald Trump, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et l'ambassadeur Sergei Kislyak à Washington. En outre, donc le procureur Robert Mueller, 3 commissions parlementaires du Congrès enquêtent également sur ce dossier. Merci Fardos pour ces précisions. Et avant de refermer ce journal, je vous emmène à la découverte de 5 lacs. Il s'agit du lac Assal à Djibouti, le Grünersee en Autriche, le lac Erta en Éthiopie, le lac Natron en Tanzanie et enfin le Kwajen en Indonésie. 5 lacs tout à fait extraordinaires, très salés, cachant donc des arbres hostiles à la vie ou emplis de lave. Chacun de ces lacs a son étrangeté. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes.
Et c'est sur ces images que prend fin cette édition. Je vous retrouve à 22 h pour une toute dernière édition. Très bon après-midi à toutes et à tous.